Bonjour, aujourd'hui on part sur les terrains de foot pour une analyse assez pointue sur Ousmane Sow. L'attaquant sénégalais, on en entend pas mal parler. On a mis la main sur un document qui compile ses stats, mais attention, uniquement pour la saison de championnat 2025. C'est quelque chose qui nous a été demandé, alors on s'y colle. L'idée c'est simple, on va décortiquer ces chiffres bruts pour essayer de piger un peu sa forme du moment, son style, son impact. Mais vraiment, que sur ce championnat, cette saison, avec cette source précise. Bon, allons-y, décomposons ça. Oui, effectivement, c'est une approche intéressante. Les stats, bon, c'est partout dans le sport aujourd'hui, ça donne une base chiffrée, quoi. Mais il faut tout de suite dire attention. Ce document, c'est une photo. Une photo de sa saison 2025 en championnat. Point. On ne parle pas de Coupe d'Europe, de sélection ou même des saisons d'avant. C'est vraiment un instantané, un focus hyper précis. Et ça, c'est crucial de le garder en tête tout le long pour pas tirer des plans sur la comète, si tu vois ce que je veux dire. C'est noté, c'est très clair. Alors, commençons par le plus évident, sa contribution offensive directe, les buts, les passes décisives. Le papier dit 13 matchs joués en championnat, et sur ces 13 matchs, Ousmane Sow, c'est 7 buts et 2 passes D. 7 buts en 13 matchs, ça fait un peu plus d'un but tous les 2 matchs. Spontanément, ça a l'air déjà assez costaud pour un attaquant, non ? La source parle aussi de 15 tirs cadrés pour mettre ses 7 buts. Ce rapprochement-là, qu'est-ce que ça nous dit de son efficacité réelle ? C'est un excellent point pour commencer. Le mot solide utilisé dans la source pour ces 7 buts en 13 matchs, il est juste. C'est un rendement qui te classe un attaquant comme fiable, comme décisif dans son championnat. Dépasser ce seuil d'un but tous les 2 matchs, c'est souvent un bon signe de régularité. Maintenant, si on creuse avec les 15 tirs cadrés, 7 buts sur 15 tirs qui trouvent le cadre, ça fait un taux de conversion, là, tir cadré en but, de presque 47%. Franchement, c'est très, très élevé. Bon, on n'a pas le nombre total de tirs tentés, donc on ne peut pas juger s'il arrose beaucoup ou pas, mais ça suggère fort 2 choses. Soit une précision chirurgicale quand il cadre, soit, et c'est peut-être plus probable, qu'il se met dans des situations de très très grande qualité. Des occasions franches, quoi, où la probabilité de marquer est juste beaucoup plus haute. On imagine moins des mines de 30 mètres que des face-à-face, des trucs comme ça. D'accord. Donc une efficacité redoutable une fois qu'il est en bonne position. Et les 2 passes décisives, alors, c'est pas énorme comparé au but, mais quelle importance leur donner ? Faut pas les zapper. 2 passes D à 13 matchs, bon, c'est pas un meneur de jeu pur jus, on est d'accord. Mais pour un gars dont le job premier c'est de marquer, ça montre qu'il a pas des œillères, tu vois. Ça indique qu'il voit le jeu, qu'il lève la tête même près du but et qu'il sait faire le bon choix pour un coéquipier mieux placé. Ça ajoute une corde à son arc offensif. Ça prouve qu'il participe au succès collectif au-delà de ses propres buts. Ça complexifie un peu le portrait en fait. C'est pas juste un finisseur. Il est aussi là sur l'avant-dernière passe, parfois la dernière. Signe de polyvalence. Compris. On a donc un joueur efficace devant le but, capable aussi de donner des buts. Mais quid de sa capacité à créer le danger avant ça, à faire avancer le jeu ? Et c'est là, je trouve, que ça devient vraiment intéressant. Le document note 12 occasions créées, et surtout un chiffre qui saute aux yeux, 30 dribbles réussis en 13 matchs. Comment ça s'articule tout ça avec son profil de buteur ? Ah, et on a aussi 152 passes réussies. Ce chiffre-là, comment on l'interprète pour un attaquant ? C'est beaucoup, c'est peu ? Alors là, oui, ces stats nous ouvrent une autre porte sur son jeu. Les 12 occasions créées d'abord. Faut bien comprendre, ce sont des passes qui mènent direct à un tir d'un coéquipier. 12 fois en 13 matchs, il a mis un partenaire en position de frapper. C'est un indicateur direct de sa créativité dans les 30 derniers mètres. Vision du jeu, qualité de passe dans les zones chaudes, c'est déjà pas mal. Mais les 30 dribbles réussis, là on touche à quelque chose de fondamental dans son style, on dirait. Réussir en moyenne plus de 2,3 dribbles par match. Pour un attaquant, c'est considérable, vraiment. Oui, ça paraît beaucoup, effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur le terrain, ça ? Ça suggère plusieurs choses. D'abord, une super technique individuelle. Ça, c'est l'évidence. Ensuite, une grosse confiance en lui pour éliminer son adversaire direct. Mais surtout, d'un point de vue tactique, un dribble réussi, c'est pas juste joli, Ça crée le bazar dans la défense adverse, ça crée du déséquilibre. Ça peut sortir 1 ou 2 joueurs du jeu, ça force les autres à couvrir, et donc ça ouvre des espaces, des brèches. Et ces espaces, soit il en profite direct pour frapper ou passer, soit c'est ses coéquipiers qui s'y engouffrent. Un joueur qui réussit autant de dribbles, c'est une menace permanente. Il peut créer le danger sur une action perso à partir de presque rien. C'est une arme de déstabilisation massive, quoi.
Pour les 152 passes réussies, ça fait quoi, 11-12 par match en moyenne? C'est pas énorme si tu compares à un milieu relayeur qui va en toucher 60 ou 80. Mais pour un attaquant dont le rôle est plus la finition ou l'exploit, ce chiffre montre qu'il participe quand même à la circulation, qu'il sait jouer simple quand il faut, qu'il propose des solutions et qu'il perd pas tout le temps le ballon en tentant des trucs compliqués. C'est un signe d'intelligence, d'intégration au collectif. C'est peut-être pas sa stat la plus flashy, mais c'est important pour la fluidité de l'équipe. Donc, le tableau s'affine. Buteur efficace, passeur à l'occasion mais pertinent. Et surtout, un créateur par le dribble qui peut faire des différences tout seul. Abordons une autre facette maintenant. Son impact physique, sa présence là où ça chauffe. Et là aussi, les chiffres parlent. 56 touches de balle dans la surface adverse. Et 62 duels remportés. Honnêtement, 56 touches dans la surface en 13 matchs, ça me semble énorme. Ça veut dire qu'il est tout le temps dans la zone de vérité, non? Et pour finir ce tableau de combattants, il a subi 17 fautes. On a l'impression qu'il faut souvent y aller fort pour l'arrêter. Ton impression est bonne, ouais. Les 56 touches dans la surface, c'est un indicateur majeur de la présence d'un attaquant. Ça fait plus de 4 touches par match dans la zone la plus dangereuse. C'est effectivement un volume très important. Ça montre sa capacité à se démarquer, à faire les bons appels ou même à y entrer balle au pied, tiens. On peut faire le lien avec ses dribbles. C'est le signe d'un joueur qui sent le but, qui cherche toujours à être là où il peut être décisif. Il reste pas autour, il attaque la zone cruciale. Ensuite, les 62 duels remportés. Bon, un duel remporté, ça peut être plein de choses. Un duel de la tête sur un long ballon, un duel épaule contre épaule pour garder la balle, ou même au sol pour la récupérer. Sans le nombre total de duels joués, c'est dur à avoir le pourcentage exact, mais 62 gagnés en 13 matchs, c'est respectable. Ça suggère une bonne présence athlétique, de la combativité, une capacité à tenir le choc face aux défenseurs. Il se laisse pas bouger facilement, quoi. Et les 17 fautes subies, on les interprète comment dans ce contexte? C'est juste la conséquence de ses dribbles et de sa présence? C'est très probablement lié, Ouli. Ce chiffre de 17 fautes subies, il vient confirmer l'idée d'un joueur pénible à contenir pour les défenses. Quand un joueur réussit autant de dribbles, touche autant le ballon dans la surface, les défenseurs sont sous pression constante. S'ils sont pris de vitesse ou éliminés, la faute devient souvent le dernier moyen pour stopper l'action. C'est classique. Subir plus d'une faute par match en moyenne, c'est typique des joueurs percutants, rapides, techniques. Ceux qui provoquent, qui poussent l'adversaire à la faute. C'est presque une autre stat offensive, tu vois. Parce qu'une faute obtenue, ça peut donner un bon coup franc, un péno. Donc oui, ces 3 stats, touche surface, duel gagné, faute subie, elles dessinent le portrait d'un attaquant non seulement technique et adroit, mais aussi physiquement présent, combatif et particulièrement difficile à marquer. Ok, on a un profil offensif qui semble très complet. Mais on sait que le foot moderne, ça demande aussi aux attaquants de participer à l'effort collectif quand l'équipe n'a pas le ballon. Le document nous donne quelques infos là-dessus, même si c'est logiquement moins fourni. 6 interceptions et 33 récupérations de balles sur ces 13 matchs. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? C'est anecdotique ou ça montre une vraie implication défensive de sa part? C'est une bonne question. Pour un attaquant, c'est sûr, ces chiffres seront jamais ceux d'un milieu défensif. C'est normal. Mais c'est pas anecdotique pour autant. Les 6 interceptions, c'est intéressant. Ça suggère qu'il lit bien le jeu adverse, qu'il anticipe les passes pour les couper. C'est souvent le résultat d'un bon placement, d'une certaine intelligence tactique. Les 33 récupérations, c'est peut-être encore plus parlant. Une récupération, c'est quand tu reprends le ballon pour ton équipe. Tacle, pressing efficace qui fait perdre la balle à l'autre. Interception. 33 récupérations en 13 matchs, ça fait environ 2,5 par rencontre. Pour un joueur offensif, c'est pas négligeable du tout. Et ça traduit quoi comme attitude sur le terrain concrètement? Ça traduit qu'il n'est pas passif quand l'adversaire a la balle. Ça peut indiquer qu'il participe au contre-pressing, cette idée de récupérer le ballon très haut, très vite après l'avoir perdu. Ça peut aussi montrer qu'il fait un certain travail de harcèlement sur les premiers relanceurs adverses pour gêner leur construction, ou même qu'il se replie un minimum pour aider le milieu. Aujourd'hui, on attend de plus en plus que les attaquants soient la première ligne de défense. Ces chiffres, même s'ils sont modestes en volume, suggèrent qu'Ousmane Sow ne se cache pas et contribue aussi à l'équilibre de l'équipe. Ça complète bien son profil de joueur engagé. On peut même imaginer d'ailleurs qu'une partie de ces 62 duels remportés, c'était en fait des duels défensifs lors de phases de pressing. Bien, essayons de rassembler un peu tout ça. Si on fait la synthèse de ce que nous racontent ces stats de championnat pour 2025,
Ousmane Sow apparaît comme un attaquant vraiment influent. On a d'abord le buteur, régulier, efficace, plus d'un but tous les 2 matchs, une finition qui a l'air clinique vu le ratio but-tir cadré. Mais il n'est pas que ça. C'est aussi un créateur qui peut faire la différence tout seul. Les 30 dribbles réussis, ça c'est un vrai poison pour les défenses. Et les 12 occasions créées pour les autres. Et puis, il y a cette dimension physique, cette présence dans la zone clé. 56 touches dans la surface, c'est énorme. 62 duels gagnés, 17 fautes subies. Ça montre qu'il est combatif, dur à maîtriser. Et même son implication défensive avec 33 récupérations n'est pas nulle. La conclusion de la source, qui parle de stats solides et de belle forme, elle semble donc tout à fait justifiée. C'est une très bonne synthèse, oui. Ça résume bien ce que les chiffres nous apprennent. Effectivement, ces données, elles dressent le portrait d'un attaquant moderne, assez complet, polyvalent, capable d'influencer le jeu de plein de manières différentes. Il marque, il traite par la passe, par le dribble, il pèse physiquement sur les défenses, il est là dans la surphrase. Et il participe même un peu à la récupération. C'est le genre de profil que beaucoup de coachs aiment avoir. Un joueur qui n'a pas qu'une seule corde à son arc pour être dangereux. Les chiffres suggèrent un joueur en pleine confiance, très important pour son équipe, du moins dans le cadre strict de ce championnat 2025 qu'on a analysé. Mais, et c'est le mais fondamental, il faut vraiment le répéter une dernière fois, il est absolument crucial de se souvenir des limites de l'exercice. On parle uniquement de stats sur 13 matchs de championnat en 2025. C'est une photo. Un échantillon. Ça ne dit rien de sa régularité sur toute une saison, de sa capacité à tenir ce niveau, de ses perfs dans d'autres compètes peut-être plus dures, ou de son évolution par rapport aux années précédentes. C'est une analyse de forme sur une période donnée, un contexte précis. Cette mise en perspective qui est vraiment indispensable. Ça nous rappelle bien les limites de l'exercice. C'est fascinant de voir tout ce qu'on peut tirer des chiffres, mais aussi de comprendre ce qu'ils ne disent pas. Justement, au-delà de ces chiffres, ça nous laisse quoi comme question en suspens? C'est une excellente transition, ça, parce que, au-delà de la froideur des stats, qui nous montre, oui, un joueur efficace, impliqué, influent dans le jeu de son équipe en championnat, ça soulève une question intéressante. Comment ces performances qu'on peut chiffrer, là, elles se traduisent dans les moments qui échappent souvent au tableau Excel? Je pense aux matchs décisifs, aux Money Times, quand la pression est maximale, ou quand l'adversaire met en place un plan spécifique pour le contrer, un plan anti-sous. Les stats mesurent la production, l'activité, l'efficacité moyenne. Mais est-ce qu'elle capte vraiment sa force mentale face à la difficulté, son leadership, sa capacité à être décisif pile au moment où il faut, quand ça compte le plus, ou même son influence sur le moral de ses coéquipiers? Ces chiffres sont précieux, on l'a vu. Mais l'évaluation complète d'un joueur, ça demande aussi de regarder comment il se comporte sous pression, quand les stats ne suffisent plus. Et c'est là que l'œil de l'observateur, l'analyse du contexte, reste irremplaçable.